Visite ce vendredi du ministre délégué à la présidence de la République et de la sécurité au groupement des écoles interarmées GEMIA, une institution qui a formé 75 promotions de professionnels de l'armée à Balis. Mamata Balisalaï est allé pour s'enquérir des conditions de travail. 24 heures seulement après leur nomination, les nouveaux directeurs généraux des services des douanes et de la direction des impôts sont à leur poste. Ils ont été installés par le directeur général du ministère des Finances et du Budget. Et puis, en sport, l'équipe nationale féminine du football prendra part à partir du 4 octobre prochain au tournoi de l'UNIFAC en Guinée équatoriale. Nos SAO ont le moral haut. Elles ont reçu la visite du ministre des Sports. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal que nous ouvrons avec la descente du ministre délégué à la présidence de la République, de la sécurité des anciens combattants et victimes des guerres dans les locaux du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA. Le ministre Mamata Balisalaï est allé s'enquérir des conditions de travail dans cette institution. Amanissa Kazina. Le groupement des écoles militaires interarmées en abrégé GEMIA reçoit la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Tahir Erda Tahirou et de plusieurs officiers généraux de l'armée. Dans la salle de réunion, le ministre et sa suite assistent à une présentation globale du GEMIA. Placé sous l'ordre direct du SEMGA, le GEMIA a pour mission principale la formation des officiers et sous-officiers, ainsi que les cadres spécialistes pour l'ensemble de l'armée nationale tchadienne. En termes de réalisation, l'on retiendra que plus de 75 promotions, toutes catégories confondues, ont été formées dans cet établissement. Nonobstant ce record, le commandant du GEMIA, le général de division Ahmad Youssouf Abakar, plaide pour plus de performances. Dans son intervention, celui-ci souligne quelques difficultés, notamment le manque du personnel technique d'encadrement, les moyens didactiques, logistiques et les installations sportives. Prenant bonne note, le ministre a félicité toute l'équipe du GEMIA pour sa détermination malgré la situation conjoncturelle difficile que le pays traverse. Mohamed Abbali Salah s'est longuement attardé sur la qualité dans la formation dont il invite les différents responsables à maintenir le cap. Fini la rencontre, le ministre et sa suite ont visité les différents compartiments du GEMIA, de la salle de cours en passant par la salle d'instruction générale ou encore la salle d'informatique. La délégation a bénéficié des explications sur le fonctionnement de ces différents services. Dernière étape de cette visite, l'école d'enfants des troupes, l'une des 10 écoles que compte le GEMIA. Officiellement fermé depuis 1985, cet établissement devrait s'ouvrir d'ici 2020, selon le propre terme du ministre Mohamed Abbali Salah, qui promet apporter d'autres innovations. Dans notre plan d'action, surtout en 2020, la formation a occupé une grande place dans l'armée. Et vous savez que le GEMIA, c'est l'une des grandes écoles, je dirais sous-régionales, qui forme des élèves officiers. Et nous avons aussi un projet en 2020, nous voulons réactiver l'école de l'enfant des troupes, qui est en arrêt entre 84 et 85. Et nous avons aussi échanger avec les différents services concernés du GEMIA pour voir la formation qui est en cours et pour aussi mettre l'accent que le GEMIA a toujours formé des bons élèves, mais j'ai dit ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Et nous avons mis l'accent sur l'informatique. Vous savez que nous avançons vers un monde modernisé. Et je disais toujours, l'armée n'est pas seulement pour la guerre. Donc l'accent informatique, bien qu'ils ont un service informatique qui prend en compte déjà les élèves qui sont en formation, mais nous avons mis l'accent que ces salles-là soient agrandies et que le nombre d'équipements doivent être augmentés pour que tous les élèves peuvent accéder au moins à un ordinateur pour qu'à leur sortie, ils maîtrisent l'aspect informatique. Au service des forces armées et de sécurité, le groupement des écoles militaires interarmées est l'une des grandes composantes de l'armée nationale tchadienne.
Créée en 1964 sous l'appellation de l'école des officiers de réserve, c'est en 1992 que la principale institution en charge de la formation militaire prend officiellement le nom du groupement des écoles militaires interarmées. On quitte le terrain pour la salle avec cet atelier de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre des structures préscolaires au Tchad. Les travaux ont pris fin cet après-midi. Les cadres du ministère de la Femme, ceux du ministère de l'Éducation nationale et des encadreurs préscolaires ont pu élaborer un document pour mieux organiser le préscolaire au Tchad. C'était en présence de la ministre Arjun Jalal. Apolline Gani, reportage. Le Tchad dispose désormais d'une stratégie de mise en œuvre des structures préscolaires. Et ce, après 5 jours de travaux qui ont réuni une soixantaine de participants. La pertinence de ce document se justifie dans la mesure où l'éducation préscolaire aide l'enfant à développer sa capacité, sa connaissance, ses compétences et sa confiance personnelle. Cette stratégie permet de mettre l'accent sur la place des parents à l'école en tant que partenaire incontournable de la petite enfance. De même, elle contribuera à mobiliser davantage les partenaires techniques et financiers et de pérenniser leur intervention pour un soutien durable de l'éducation préscolaire au Tchad. Ce sont ces raisons qui sont à la base de l'élaboration de cette stratégie qui agrège l'assentiment des participants. Nous avons compris la situation du préscolaire au Tchad et les approches qui ont été développées nous permettront maintenant de prendre un nouveau élan pour booster le préscolaire au Tchad. Nous avons également eu à partager les expériences et de bonnes pratiques dans le pays à travers les ONG, les acteurs œuvrant dans le cadre du préscolaire au Tchad. Nous avons eu à nous échanger à travers même les documents pédagogiques tels que le curriculum qui existait depuis 1985 et qui n'a pas été encore révisé et qui n'a même pas été vulgarisé sur toute l'étendue du territoire. Et ainsi, nous avons aussi vu les forces et les faiblesses de ces curricula et nous nous sommes dit en définitive qu'il faut réviser ce curricula, le réécrire et aussi le vulgariser pour que ça soit effectif dans toutes les structures de l'enseignement préscolaire. Pour le chef de section de l'UNICEF, il est du devoir de chaque participant de mettre cette stratégie en pratique, de la vulgariser et de la concrétiser au sein de chaque province pour que chaque enfant tchadien puisse bénéficier d'une éducation préscolaire inclusive de qualité. L'UNICEF s'engage à poursuivre son soutien envers la démarche engagée par le gouvernement à travers cette stratégie de l'éducation préscolaire à base communautaire. La directrice générale du ministère de la Femme a relevé que son département s'engage à considérer les priorités dégagées lors de ses assises. Les objectifs de l'atelier sont atteints et les atteintes du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale sont satisfaits. Il est vrai que vous avez ensemble diagnostiqué les maux qui minent les préscolaires. Les pistes de solutions sont tracées pour lever ces défis, mais permettez-moi de vous dire que cela ne suffit pas. Les participants recommandent au ministère de la Femme la révision et la vulgarisation du programme standard, l'élaboration des manuels et guides pour le préscolaire, la collaboration effective entre le ministère de la Femme et celui de l'Éducation nationale et l'élaboration de la politique nationale en faveur de l'éducation préscolaire. Restons toujours avec les femmes pour dire que le comité d'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne 2019 s'est réuni ce vendredi pour évaluer la Sénafet dont elles ont eu la charge d'organiser. En plus du bilan, elles ont émis des idées pour la prochaine édition de la Sénafet. On en parle avec Maria Massanissène. Récapituler et présenter les activités de la Journée internationale de la femme, c'est l'objectif de cette réunion. Il s'agit de faire le bilan des activités du 8 mars précédent. Prendre des dispositions et impliquer tous les acteurs concernés pour la réalisation de l'édition à venir. La Journée nationale de la femme tchadienne, qui est un cadre de réflexion et d'échange pour les femmes, ne doit laisser personne indifférent. Chacune et chacun de nous doit se donner le meilleur de lui pour lutter contre les obstacles
qui mine sa bonne organisation et entrave le bien-être de l'épanouissement de la femme. Nous avons le soutien de plusieurs autorités, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, qui entend donner à la femme tous les moyens nécessaires pour assurer son plein épanouissement. À l'issue de cette rencontre, un rapport de synthèse a été présenté et une feuille de route tracée. Des recommandations ont été faites pour l'amélioration de la prochaine édition. Parlons de ce spectacle dans le cadre de la coopération sino-tchadienne, le temple de Shaolin. C'est ainsi que se nomme ce spectacle qui a mis en valeur la culture chinoise hier au palais du 15 janvier. Il y avait aux côtés de la communauté chinoise des Tchadiens qui se sont régalés de la prestation des Chinois. C'était à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Dionoji Nestor. C'est la démonstration de tous les arts martiaux du temple de Shaolin en miniature ce jeudi 19 septembre 2019 dans la grande salle du palais du 15 janvier. Le Kung Fu, cet art martial qui prend son origine dans le temple de Shaolin, dans la ville de Chengdu, développe en l'homme l'esprit, la souplesse, la flexibilité et la sagesse. Venus pour promouvoir et échanger la culture chinoise avec le peuple tchadien, les acteurs chinois ont su éveiller le public qui a fait le déplacement. Et comme il s'agit du Kung Fu, les fils du pays de Toumaïn de l'association Tiger ne sont pas passés inaperçus. Suite à ces retrouvailles culturelles, temple de Shaolin, l'ambassadeur de la République populaire de Chine situe la situation du Kung Fu dans le monde. Le Kung Fu est bien sûr l'un des fleurons de la culture traditionnelle chinoise. Il est à noter que le Kung Fu s'est propagé à une large échelle tant au niveau national qu'international. De nos jours, il y a plus de 70 millions d'amateurs chinois pratiquent le Kung Fu dans la vie, sans compter les amateurs étrangers qui se trouvent partout dans le monde entier. La ministre de la Culture, Madeleine Alingé, se félicite de la coopération agissante entre les deux peuples, ce qui a permis la réussite de ces spectacles. Elle remercie également les adeptes chinois et le public ndjamenois qui a fait le déplacement pour rendre plus beau ces spectacles des arts martiaux. Il faut noter que ces démonstrations entrent dans le cadre du programme de la tournée d'échange culturel dans les pays d'Afrique par le Bureau municipal de culture, radio, télévision et tourisme dans la ville de Chengdu en Chine. Vous l'aviez notifié, Dionoji Nestor, dans votre reportage. Présente dans la salle, la ministre de la Culture, Madeleine Alingé, s'est félicitée de la coopération agissante entre la Chine et le Tchad. Suivez. La présence à Djamena d'une troupe de plus de 25 athlètes artistes du temple Shaolin, de la ville de Changzhou et de la province chinoise du Henan est le résultat d'une volonté de deux pays, volonté de deux chefs d'État et volonté de deux peuples. Les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Tchad, scellées en 1972, sont agissantes dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, à l'heure où la République populaire de Chine célèbre ses 70 ans, le Tchad se met au premier plan pour féliciter et encourager le peuple chinois dans son évolution et son succès. Avec une communauté chinoise de plus en plus grandissante dans notre pays et une présence tchadienne et particulièrement estudiantine en Chine, il était évident que nos relations humaines et culturelles allaient se transformer.
Sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a reçu pour mission de transformer le Tchad en une vitrine culturelle de l'Afrique centrale. Cela se traduit par, bien sûr, donner toute la visibilité à la richesse culturelle et patrimoniale du Tchad, mais également de faire du Tchad un carrefour des activités culturelles du monde. Le spectacle du temple Shaolin est fascinant. Ce spectacle va vous révéler en direct la Chine que nous avons toujours imaginée et rêvée. Le Kung Fu, qui signifie la maîtrise de soi, est un art martial où la sagesse, la puissance, la vitesse, la force, l'agilité et la beauté vont se combiner pour votre plaisir et pour vous faire comprendre l'histoire millénaire et la culture diverse et sophistiquée de la Chine. Autre aspect de l'actualité, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, a réuni autour de lui les responsables des districts et autres formations sanitaires de la ville. Ensemble, ils ont évalué la situation épidémiologique et la surveillance vaccinale du mois d'août dans la ville de N'Djamena. Moussa Bodumbami. Les indicateurs sur la situation épidémiologique en N'Djamena sont au beau fixe. Cette amélioration est liée à la vaccination des routines, selon Dr Anigué Iredian, délégué sanitaire pour la province de N'Djamena. Au mois d'août, l'on relève un engouement au sein de la population pour les différentes vaccinations sans perdre de vue le taux de fréquentation des femmes pour les consultations prénatales et néonatales. Cependant, le gouvernement et ses partenaires doivent fournir des efforts pour la lutte contre le paludisme. Plus de 20 000 cas sont enregistrés au mois d'août. Idem pour la malnutrition où les indicateurs sont au rouge. Suivant avec intérêt les différents exposés, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena invite les responsables en charge de la santé publique à s'investir davantage. Le but recherché est 100%. Donc nous allons nous mettre également pour apporter notre contribution afin que cette évolution puisse aller de l'avant et non revenir en arrière. Mais également nous avons constaté sur le rapport qu'il y a un peu de taux d'abandon et de taux de mortalité qui sont un peu élevés dans certains centres et surtout le district centre. Et cela nous interpelle tous. Quel est le problème exactement au niveau de ce centre? C'est vrai que c'est un centre qui a une grosse participation de la population, l'hôpital mère et enfant, mais il faut que nous puissions nous poser aussi ces questions-là pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela. Nous pensons qu'à la prochaine réunion, il y aura une certaine évolution par rapport à cela. Pour l'amélioration des graphiques en matière de la santé dans la ville de N'Djamena et surtout le paludisme, le délégué général du gouvernement lance un vibrant appel aux partenaires au développement. Le portage signé Moussa Mbodou Abdoulaye. Le gouverneur du Moyen Chari, Abadi Saïr Fadoul, a organisé une séance de travail avec les responsables de la délégation des infrastructures pour évoquer la question de l'aménagement de l'aéroport de Sar. On en parle avec Laurent Valérie Djimé. Cette réunion qui a regroupé ces délégués des services déconcentrés de l'État, ces responsables des partis politiques, ces représentants de la société civile, ces responsables des forces de défense et de sécurité, fait suite à la visite du ministre de l'Aviation civile à Sar. Visite au cours de laquelle le ministre a constaté que l'aéroport de Sar ne respecte pas les normes internationales. Ainsi, compte tenu de sa position stratégique et économique pour la province, il est question de le réhabiliter en l'élargissant et en y installant d'autres matériels faisant de lui un aéroport international.
Après des échanges, il est arrêté unanimement que le service des cadastres retrouve l'ancien plan de l'aéroport qui permettra aux commissions mises sur pied pour la circonstance d'étudier les faisabilités et de guerpir les habitants qui ont soit légalement ou illégalement occupé certaines parties de cet espace public. Ceci pour pouvoir traduire dans les faits le besoin de transport cher au président Idriss Déby Itno pour sa population. Pour que l'aéroport réponde aux normes, parce que c'est des instructions du chef de l'État, et dans l'intérêt d'abord de la province du Moyen-Chari, parce qu'il faut que notre aéroport réponde aux normes, et c'est dans notre intérêt. On doit étudier et voir quelle était la superficie exacte de l'aéroport, sa délimitation d'avant, parce qu'il y a eu pas mal d'anarchie pendant les années, où certains gens qui ont des ailes, par la complicité des cadastres, ils ont loti ce qu'il ne faut pas lotir. Aussitôt, 2 commissions ont été mises sur pied, à savoir une commission technique composée des techniciens de l'aviation, du service des cadastres et ceux de l'environnement, censés étudier les paramètres de cet aménagement, et une commission provinciale chargée de piloter le projet dont les travaux commenceront d'ici l'an 2020. Demain, 21 septembre, sera célébrée la journée mondiale de la salubrité. À cette occasion, la maire deuxième adjointe de la ville de N'Djamena a fait une déclaration que je vous propose de suivre un extrait. À l'instar des villes du monde entier, nous célébrerons la journée mondiale de la salubrité. Cette journée a pour objectif de s'adresser au public le plus large possible afin de promouvoir des actions durables de réduction des déchets à travers le monde et de mettre en évidence le travail accompli par les divers acteurs. Cet objectif est axé essentiellement sur la prise de conscience et la prévention de la production des déchets. Pour cette année, la commune de la ville de N'Djamena, en collaboration avec plusieurs associations, notamment le comité des jeunes du carré 1 de Moursal, a bien voulu commémorer cette journée par des actions et activités de nettoyage. C'est une responsabilité civique de tout un chacun de poser un acte citoyen, car nous sommes tous des pollueurs. Citoyennes et citoyens, nous sommes tous invités à sortir demain très tôt pour nettoyer la devanture de nos maisons, les rues, les marchés, afin de débarrasser notre ville des déchets et partant notre planète. En agissant ainsi, nous rendons service à nous-mêmes, à notre famille, à notre quartier, à notre ville et au monde entier. En assainissant notre environnement, les maladies comme le paludisme, le choléra, la diarrhée peuvent être évitées. C'est dans cette perspective que la commune de la ville de N'Djamena a pris un arrêté pour instituer une journée de salubrité tous les samedis de 5h à 8h pour les ménages et de 5h à 10h pour les marchés. Depuis cette institution, plusieurs actions concrètes en faveur de l'assainissement ont été posées. Nous notons avec satisfaction la participation et la contribution de tout le monde, plus particulièrement des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence son Excellence Idriss Déby Itno et son épouse, qui ont donné l'exemple en nettoyant la cour du lycée Félix Séoubé en 2018. À l'issue de ces actions, des résultats tangibles ont été observés. À cet effet, j'invite donc chaque citoyen à pérenniser ces actions qui consistent à prendre quelques heures seulement par semaine pour assainir son environnement.
On en vient au deuxième titre de ce journal. 24 heures après leur nomination, les nouveaux directeurs généraux et services des douanes et de la direction des impôts ont pris service. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdul Keouli. À la direction générale des services des douanes, Ousmane Adam Djirki cède son fauteuil à Abdelkrim Sharfaddin Mamad. À cette rencontre, le directeur général du ministère des Finances et du Budget, lui également nouvellement installé, procède à l'installation du nouveau directeur général des douanes. Le DG sortant, Ousmane Adam Djirki, a mis 11 mois à ce poste. Pour lui, ce temps lui a permis de réaliser bon nombre des activités, notamment la signature de plusieurs accords avec des partenaires, la modernisation de l'institution ou encore la performance des recettes de l'État hors pétrole. Le directeur général entrant relève que sa mission est exaltante. Ses premiers mots sonnent comme un engagement. Il y a plusieurs jalons qui ont été déjà posés. Cela mérite un encouragement et ça mérite aussi de redoubler l'effort pour atteindre maintenant les projets qui sont en cours de réalisation. Je dis bien, pour moi, je crois que ce n'est plus une question de faire les discours. Je pense que l'heure sera vraiment au travail et le travail bien fait. Le directeur général du ministère des Finances, Bidjere Bindjaki, appelle le nouveau promu à mettre ses compétences et son professionnalisme au service de la direction générale des douanes et droits indirects. Par rapport à la norme sous-régionale, nous sommes encore loin de compte. Donc, vous allez redoubler d'ardeur pour que, sur la lancée qui a été entamée par le directeur sortant, vous puissiez réaliser des performances qui puissent permettre à l'État de faire face à ces dépenses. Parce que les recettes que vous faites servent à l'État d'accomplir un certain nombre de choses qui sont de son domaine. Donc, sans recettes, effectivement, il n'y aura pas de performance de l'État. Dans un autre décor, à la direction générale des services des impôts, ici, le personnel assiste à la cérémonie de passation des charges entre le directeur général entrant, Hassan Mbodou Mbami, et le sortant, Oumar Ardja. Celui-ci a passé 7 mois à la tête de cette institution. Il déclare avoir mis la direction générale des impôts sur le bon chemin. Hassan Mbodou Mbami entend retrousser les manches pour mener le bateau à bon port. Tous ensemble, mettons-nous au travail pour accomplir cette mission combien exaltante. Je veux que cette mission se réalise dans la collaboration, dans l'entente, dans le respect de nos textes en vigueur. Le directeur général des Finances et du Budget invite les agents de la Direction générale des impôts au respect de la hiérarchie et surtout à une franche collaboration pour la bonne marche de l'institution. Parlons à présent de cet atelier de vulgarisation du décret 1523 portant préservation de l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé. Il regroupe les hommes des médias et les représentants des organisations de la société civile. On en parle avec Mohamed Omar Moursal. Le tabac constitue un danger majeur pour la santé publique au Tchad. Pour atténuer ces problèmes, le ministère de la Santé publique, de concert avec l'Union internationale de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, à travers le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les autres types de drogues, entendent vulgariser le décret numéro 1523 du 11 septembre 2019 portant prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé. L'objectif
est d'informer et sensibiliser les médias et les organisations de la société civile sur les dispositions de ces décrets et sur l'intérêt de respecter les dispositions prises de ces décrets. Depuis la ratification de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, intervenue en janvier 2006, le Tchad ne cesse de réaliser des progrès considérables qui le placent parmi les pays leaders en Afrique dans le contrôle du tabac. Pour la direction de lutte contre la maladie et la promotion de la santé, la mise en œuvre de ces décrets dans l'intérêt des dispositifs de la Convention cadre de l'OMS de lutte anti-tabac s'avère nécessaire. Notre pays, dans ses inlassables efforts, vient de prendre un décret, le décret 1523, portant prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac pour renforcer les textes déjà existants. Ceci grâce à l'implication des autres autorités du pays, et le Tchad est ainsi un des leaders de la lutte anti-tabac au niveau mondial. Cet atelier permettra aux hommes des médias et aux organisations de la société civile d'adopter un programme relatif au cadre juridique de lutte anti-tabac au Tchad afin de sauver des vies humaines. Santé toujours, le 11 septembre dernier, la Fondation Grand Cœur, avec le soutien du Smile Train, a lancé au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant une caravane de prise en charge de la fente labiale appelée communément bec de lièvre. Au total, 23 enfants victimes de cette malformation bénéficiaient de cette œuvre caritative que mènent ces organisations humanitaires. Ce matin, le chef du département de la santé de la Fondation Grand Cœur, Dr Saleh Abdessalam, a fait le bilan de cette caravane qu'il trouve satisfaisante. Varilach. Voici l'état de santé de ces enfants date du 11 septembre 2019. Ils sont victimes de la fente labiale appelée communément bec de lièvre. À l'initiative de la Fondation Grand Cœur et le Smile Train, ces enfants retrouvent la santé. Ils peuvent exercer tout mouvement avec cette réparation comme les autres enfants. Durant une semaine, ils ont subi avec succès les opérations chirurgicales. Le chef du département santé de la Fondation Grand Cœur, Dr Saleh Abdessalam, dresse un bilan. Il est vrai que c'est une pathologie disgracieuse, mais en plus de cela, elle a d'autres complications à type soit respiratoire ou digestif qui empêchent les enfants de mieux respirer ou de bien pouvoir s'alimenter correctement. Et vu le conduit, cela a aussi des répercussions avec le conduit auditif étant donné que c'est les régions de voisinage, dont la Fondation, à travers ces médecins et les médecins de l'hôpital de la mère et de l'enfant, a apporté le sourire et l'amélioration de vie à ces 23 enfants. La caravane de prise en charge de la fente labiale initialement prévue s'achève, mais la Fondation Grand Cœur, soucieuse du bien-être de la population, poursuit ses œuvres de bienfaisance. Des enfants et personnes âgées victimes de cette pathologie sont conviés de plus à se rendre au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant pour bénéficier des opérations gratuites. Dans le Logone occidental, une opération don de sang est organisée. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la province. Mbayoudou, Gelbe reportage. Sauvons des vies tant que nous pouvons, ensemble pour un avenir meilleur. C'est autour de ces messages que l'organisation Tchad Volontaire, en collaboration avec l'initiative Dambox, organise cette caravane de dons de sang. Cette caravane qui va sillonner les différents quartiers de la ville de Moundou a pour but de sensibiliser la population sur l'importance sur le don du sang. L'objectif principal recherché à travers cette caravane est de renforcer la banque de sang pour assurer la survie des patients. Selon le coordonnateur national de l'organisation Tchad Volontaire, Nassour Ali Kende, les chiffres officiels montrent qu'aujourd'hui, le taux de dons volontaires du sang n'est que de 14% dans la capitale du Tchad et 5% dans tout le pays. Alors que le taux de mortalité lié à la non-disponibilité des poches de sang est très élevé. Au regard des chiffres très faibles des donneurs volontaires du sang, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Nganandje Kila, invite toute la population à accompagner cette initiative. Je voudrais inviter
invité toute la population de la ville de Moundou, comme l'a fait déjà M. le maire, à accompagner cette heureuse initiative, combien louable, afin que la culture du don de sang soit une réalité dans notre province et partant dans le pays tout entier. Cette caravane qui se poursuivra jusqu'au 24 septembre prochain s'inscrit sur 3 étapes. La sensibilisation, la mobilisation et la fidélisation des donneurs volontaires du sang pour sauver des vies humaines. Dans le cadre de ces activités, l'ONG World Vision a organisé une conférence de presse pour parler de ces activités. Dans ce domaine, face aux journalistes, les responsables de l'ONG ont exprimé la volonté d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le mariage des enfants. Suivez ce reportage de Amat Garasta. L'état des lieux sur le mariage d'enfants au Tchad, c'est le thème de cette conférence de presse animée conjointement par l'ONG World Vision et le ministère en charge de la femme. Il s'agit d'expliquer clairement à l'assistance les méfaits de ce phénomène sur la vie de ces enfants. Selon les statistiques continentales, le Tchad occupe la 2e place en Afrique avec un taux élevé du mariage d'enfants, soit 68% des filles mariées avant l'âge de 18 ans, 29% avant 15 ans, et seules les filles des familles pauvres et non scolarisées sont les plus exposées. Malgré la promulgation de la loi 029/PR/2015 interdisant le mariage d'enfants au Tchad et les nombreuses sensibilisations faites par les différents partenaires, le phénomène persiste. Pour Nadine Atomini, chargée de protection de l'enfant à World Vision, par ailleurs l'une des panélistes, le mariage d'enfants a de nombreuses conséquences néfastes, notamment la déscolarisation des filles, la discrimination basée sur les genres et bien d'autres formes de violence faites à leur égard. Selon elle, tout cela provient de l'impunité de certaines communautés, dominées par le poids de leurs traditions et de leurs religions. Le second intervenant, Namayo Gondje, s'est focalisé sur les actions entreprises par le gouvernement ayant abouti à l'élaboration de la feuille de route pour lutter contre ce fléau. Au regard de tous ces inconvénients, le directeur national de World Vision, Evariste Abiyembere, appelle les différentes parties à une synergie d'action en renforçant le dialogue entre les leaders religieux, le gouvernement et les communautés afin de renoncer à la pratique néfaste du mariage d'enfants au Tchad. En répondant aux préoccupations des journalistes portant sur le comportement de certaines communautés qui encouragent ce phénomène, le coordinateur de SOS Village d'enfants rassure que des moyens législatifs et judiciaires sont mis en œuvre pour réprimer tous les contrevenants. Bon à savoir, l'ONG World Vision prévoit d'ici le 25 septembre 2019 une campagne dénommée « Ensemble pour un Tchad sans mariage d'enfants » à Kumbra dans la province du Mandoul. Rentrée scolaire 2019-2020, le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir sur l'uniformisation des programmes scolaires. La Tchakbe, Pabam Désiré. Dans quelques jours, les élèves reprendront le chemin de l'école. Sur le terrain, tous actifs pour le démarrage effectif des cours le 1er octobre. Au niveau du Centre national de curricula, tout est également fin prêt pour faciliter la rentrée scolaire 2019-2020. Le directeur du Centre national de curricula rassure de la disponibilité des manuels scolaires dans les 2 langues officielles. Les curricula sont déjà là, élaborés et bien conçus. Les manuels sont disponibles depuis en 2 langues. Plusieurs experts qui disent non, il faut commencer à partir de CM2, d'autres qui disent à partir de CA. Mais le Tchad a décidé, on va commencer le bilinguisme à partir de CP. C'est possible, par des expériences dans d'autres pays qui ont déjà fait donner des fruits. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos manuels sont conçus en 2 langues, français et arabe, et disponibles dans toutes les classes. Pour le directeur du CNC, le défi des déficits de manuels scolaires sera relevé avec l'ouverture d'une imprimerie au sein de son institution. L'imprimerie, le projet est presque fini, presque en marche. Parce qu'aujourd'hui, l'État tchadien a pris engagement depuis 2015 pour construire un bâtiment pour abriter cette imprimerie. Chose faite, maintenant, il est devant vous, l'imprimerie, le bâtiment est déjà construit, qu'il a à la main. Et les machines, l'imprimerie, nous avons trouvé une correspondance du gouvernement turc via l'agence TICA qui nous envoie aujourd'hui une imprimerie intégrale.
une capacité de 30 000 manuels par an. À la rentrée 2019-20, il y aura distribution de plus de 10 millions de manuels. 2020-2021, il y aura d'autres 1 million qui va faire à peu près plus de 3 millions de manuels qui seront injectés dans les classes, dans l'école tchadienne. Le Centre national de curricula dispose de nouveaux manuels scolaires édités en français et en arabe. Il veille aussi à l'élaboration du plan de formation initiale et continue des enseignants pour une bonne rentrée scolaire le 1er octobre prochain. Dans le cadre de ces activités caritatives, l'organisation Al-Dawa Al-Islami a fait donc une assistance aux orphelins. Il s'agit des enveloppes dont le montant global s'élève à 94 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques et du conseiller à la présidence de la République en charge de l'enseignement. Kalia Ngavouna. 417 orphelins bénéficient chacun d'une enveloppe de 225 000 francs. Une action caritative de l'organisation Al-Dawa Al-Islamia en faveur des orphelins à quelques jours de la rentrée scolaire pour inciter ces derniers à pousser plus loin les études et aussi alléger la tâche à leurs parents. Je voudrais à cette occasion remercier le gouvernement de Tchad pour toute assistance accordée à mon organisation MADA. Surtout, je remercie le président de la République, son excellence Idriss Déby Itno. Je remercie beaucoup la première dame du Tchad, Madame Hinda Déby. Je remercie aussi tous les ministères qui nous ont accordé beaucoup d'assistance et je remercie effectivement le peuple tchadien pour nous bien accueillir et faire réussir nos programmes donc dans le domaine d'orphelins, mais aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé, de secours et d'autres activités humanitaires que cette organisation a l'habitude de faire en Afrique. Cette initiative de l'organisation Al-Dawa Al-Islamia est hautement saluée par le conseiller à l'enseignement du président de la République, Dr Hissène Massari Hissène, qui a remercié au nom du chef de l'État les responsables de cette organisation. Puisque ces gestes relèvent aussi du social, le représentant du ministère de la Femme, Abba Adam, s'en est aussi félicité et conclut que ce geste vient en appui à son organisation pour aider les enfants issus des familles démunies à s'épanouir comme tous les autres enfants. Un bâtiment de 2 salles de classe construit par cette même organisation au sein du complexe Ibn Sina a été aussi inauguré par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatrissa. La Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française ont lancé ce matin un projet de résilience des populations et des institutions locales face au risque des catastrophes dans les zones rurales et urbaines du Tchad. Au lancement du projet, des équipes d'intervention communautaire ont reçu des équipements. Aman Garasta. La Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française ne sont pas restés insensibles à la situation des victimes des cas d'inondation suite aux fortes pluies enregistrées cette année. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face au risque de catastrophes dans les zones rurales et urbaines du Tchad, elles viennent de remettre des matériels de base aux équipes d'intervention communautaire. Ce projet qui a été géré conjointement entre la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge du Tchad a pour objectif de venir soulager les souffrances. Leur rôle, principalement, ça va être durant les catastrophes justement, à la fois de faire de la prévention avant les catastrophes, de faire en sorte de limiter au final les conséquences et les risques de ces catastrophes. Et au moment où elles arrivent, on sait qu'au Tchad il y en a énormément et il y en aura de plus en plus, d'être dans le curatif, c'est-à-dire d'aider les populations, leur communauté, pour que les conséquences soient moins graves. Le conseiller économique du gouverneur de la ville de N'Djamena salue cette initiative. Demander aux partenaires de la Croix-Rouge du Tchad, en l'occurrence la Croix-Rouge française et le CICR, d'intensifier leur collaboration et leur aide pour sauver notre cité. Le projet de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face au risque de catastrophes dans les zones rurales et urbaines du Tchad a pour zone d'intervention N'Djamena et la province du Mayo-Kébu-Est. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des attestations.
La campagne de sensibilisation dans le Chari Bagirmi se poursuit. Le sultan du Bagirmi, Mbangadji Woli Mahamat, s'est rendu dans les localités de Bodoro et de Ndjoundjou pour sensibiliser la population à la nécessité de vivre ensemble. Nédion Patricia Mbaïregougou. Faisant d'une pierre deux coups, la sortie du sultan du Bagirmi a permis de visiter deux villages de sa circonscription administrative, à savoir celui de Bodoro et Ndjoundjou. L'objectif de cette mission est de sensibiliser la population à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Dans chaque localité, hommes, femmes et enfants, tous concernés par ces messages, étaient au rendez-vous. Le message clé qui a conduit le sultan et sa délégation est celui du savoir vivre ensemble qui est une source de tout développement. Au cours de ces visites, des questions d'éclaircissement et certains problèmes ont été également énumérés par la population. Prenant en compte les préoccupations des uns et des autres, le sultan rassure la population de sa disponibilité à veiller personnellement pour faire régner la paix. Nous avons pris l'engagement de véhiculer les informations pour conscientiser la population à mieux comprendre la tenue et l'aboutissement de l'état d'urgence d'une part et à serrer les rangs entre les éleveurs et les agriculteurs, à prêcher l'amour entre les différentes communautés qui résident dans notre province. Il pointe du doigt les perturbateurs de la paix, seront traduits devant la loi de ces pays. Après donc arrivée en fin de formation, 25 lauréats de la 5e promotion en management et gouvernance associative ont reçu leurs attestations de fin de formation en renforcement des capacités des jeunes au sein des organisations de la société civile et des partis politiques. C'est une initiative de l'ONG nationale du Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement. On en parle avec Waktarouz. Après un mois de formation axée sur la gouvernance associative et politique, 25 jeunes venus de différentes associations se disent aptes à relever les défis. Ces défis sont entre autres la création des associations de management et gouvernance associative, la gouvernance politique, la participation des jeunes aux élections, la planification des missions d'observation électorale et l'éducation civique et électorale. Au nom des participants, Keimbaï Olga se réjouit de ce renforcement des capacités qui, selon elle, a été bénéfique pour eux. Le coordonnateur national de l'organisation non gouvernementale du Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement situe l'objectif de cette formation. Renforcement de capacité des acteurs dans le domaine des genres, élections et gouvernance. Donc l'ONG a pu participer à cette formation. Donc parmi nous, nous avons aussi des semi-facilitateurs. Nous avons aussi les facilitateurs qui ont déjà la possibilité de développer ces genres de formation. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs à développer ces compétences-là avec ces jeunes. Le représentant du délégué général du gouverneur auprès de la commune de N'Djamena, Aladoum Nadingar, félicite les lauréats et les exhorte à mettre en valeur les enseignements reçus. Je vous exhorte à être courageux, à traduire dans les faits toutes les dispositions ainsi que les bons témoignages des uns et des autres que vous avez reçus durant cette formation et aussi de plus de persévérance pour un Tchad prospère. La remise des attestations aux participants a mis un terme à la cérémonie. Même en religion, le rôle du chantre dans la vie de l'Église, c'est le thème de l'édition de cette année de la semaine de louanges organisée par l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad. La première note de guitare a été donnée à l'EET numéro 11. Moussambodou Abdoulaye. Placé sous le thème « Le rôle du chantre dans la vie de l'Église ». Cette première rencontre spirituelle est un cadre d'échange et de brassage. 38 chorales venues des églises évangéliques du Tchad
prennent part à cette grande messe d'adoration et de louange. Il s'agit pour les organisateurs d'outiller les chantres en technique de chant d'adoration et de lecture de la parole de Dieu. Notre objectif principal, c'est-à-dire le thème même le définit déjà, le rôle du chantre dans la vie de l'Église. Donc nous avions organisé cette semaine de louanges qui regroupe 31 chorales dans la région de N'Djamena, ici à l'été numéro 11. Donc nous allons passer 3 jours ensemble. L'objectif c'est d'enseigner les jeunes que nous les avons. Si tu laisses la jeunesse elle déroute. Donc il faut les enseigner la parole de Dieu. Il faut les enseigner pour que cette jeunesse ne déroute plus. Alors que nous vivons également des temps mauvais en ce dernier jour. Il faut les inculquer la parole de Dieu. Le président de l'annexe des églises évangéliques de N'Djamena, Baïdigim Emile, cette semaine de louange est un moment de prière, d'offrande et de concert. Il demande aux chantres d'être à l'écoute de la parole du Seigneur et mettre les accents particuliers sur la crainte de Dieu. En sport football, l'équipe nationale féminine prendra part à partir du 4 octobre prochain au tournoi organisé par l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Cette compétition regroupe une dizaine d'équipes à Malabo en Guinée équatoriale. Les joueuses nationales ont reçu la visite du ministre des Sports avant leur départ. Karnou Batiofil. L'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, en abrégé UNIFAC, intègre les filles dans sa politique de développement de la discipline. Elle vient de lancer un tournoi de football féminin dont la première édition est prévue à Malabo, en Guinée équatoriale, au début du mois d'octobre. Ce tournoi regroupera près de 9 sélections nationales. Pour éviter la désillusion, les Sao Dames sont en regroupement depuis une semaine au stade Idriss Mamad Ouya. Pour ces filles qui sont à leur deuxième compétition internationale, l'ambiance est bon enfant. Les filles sont en pleine forme, donc nous préparons la compétition avec un engagement et une détermination au top. Du côté du staff technique, on estime que la première sortie face aux guerrières du désert de l'Algérie a servi de leçon. Nous venons donc de sortir d'une compétition dont nous axons la préparation spécifiquement football, parce que là, on a déjà une base physique. Au niveau du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football association, on s'engage à mettre tout en œuvre pour que les filles donnent le meilleur d'elles. La fédération a pris quand même des dispositions pour qu'on puisse quand même s'occuper de filles. Dans le même sillage, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi a prodigué quelques conseils aux filles afin d'avoir le moral au beau fixe. Donc je demandais enfin qu'elles se donnent à fond pour que la victoire soit de notre côté. Déjà, pour leur première sortie, on a vu que c'était bien. Et nous espérons qu'au niveau de Malabo, elles feront plus que ce qui a été fait. Les Sao Dames qui ont réalisé une défaite et un nul face aux guerrières du désert d'Algérie manquent d'expérience. Ce qui serait un peu difficile pour elles de tirer leur épingle du jeu face à certaines sélections aguerries telles que les Lions du Cameroun et les Léopards de la RDC. Merci Karnouba Théophile. À présent, c'est quelques actes du chef de l'État pour la suite de l'édition. Au terme du décret 1559 portant nomination à un poste de responsabilité à la présidence de la République, Madame Isra Brahim Mahamat Itno est nommée conseillère au poste aux nouvelles technologies de l'information et de la communication à la présidence de la République, en remplacement de Madame Zara Ahmed Sedik appelée à d'autres fonctions. N'Djamena, le 20 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Au terme du décret numéro 1568 portant nomination à un poste de responsabilité à la présidence de la République, M. Bichara Toiné est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. N'Djamena, le 20 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Au terme du décret 1570 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'autorité
à l'autorité de l'aviation civile ADAC, direction générale, directeur général adjoint, M. Ali Mahamat Zen Worimi, en remplacement de M. Mahamat Amat Wordougou, appelé à d'autres fonctions. Direction des transports aériens, directeur M. Mahamat Adoum Fadoul, en remplacement de M. Hissène Chigatom, appelé à d'autres fonctions. Conseillère technique, Mme Amsaden Maïdi Hangata, en remplacement de M. Mahamat Adoum Fadoul, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 20 septembre 2019, Idriss Déby, Itno. Au terme du décret 1571 portant nomination des trésoriers provinciaux, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après. Trésorerie provinciale de Bar El Ghazel, trésorier provincial Lokme Djungoulaye. Trésorerie provinciale du Bata, trésorier provincial Madame Djerang Geneviève. Trésorerie provinciale du Borkou, trésorier provincial Issa Chidi Loni. Trésorerie provinciale du Charibagirmi, trésorier provincial Mahamat Nouri Terap. Trésorerie provinciale de l'Enedi Est, trésorier provincial Amat Oumar Koudji. Trésorerie provinciale de l'Enedi Ouest, trésorier provincial Kosadungar Djidingar. Trésorerie provinciale du Guéra, trésorier provincial Oumar Khalil Moussa. Trésorerie provinciale de Hadjar Lamis, trésorier provincial Mahamoud Mahamat Abdoulaye. Trésorerie provinciale du Canem, trésorier provincial Togbe Frédéric. Trésorerie provinciale du Lac, trésorier provincial Mamataïr Hassan Seïd. Trésorerie provinciale du Logon occidental, trésorier provincial Bouboul Ouaïdou. Trésorerie provinciale du Logon oriental, trésorier provincial Madame Ashta Youssouf Doutoum. Trésorerie provinciale de Mayo-Kébi Est, trésorier provincial Sadik Tebir Brahim. Trésorerie provinciale du Mayo-Kébi Ouest, trésorier provincial Mahamat Moussa Hassan. Trésorerie provinciale du Mandoul, trésorier provincial Nassour Adam Abakar. Trésorerie provinciale du Moyen-Chari, trésorier provincial Issa Abdel Chakour. Trésorerie provinciale du Wadaï, trésorier provincial Abdelhamid Suleiman. Trésorerie provinciale du Salamat, trésorier provincial Nodja Yom Tobaï. Trésorerie provinciale de Sila, trésorier provincial Hamid Mahamat Wassa. Trésorerie provinciale de la Tandilé, trésorier provincial Niatobey Honorat. Trésorerie provinciale du Tibesti, trésorier provincial Abakar Mahamat Yaya. Trésorerie provinciale de Wadifira, trésorier provincial Abdoulaye Abderrahman Doutoum. Trésorerie provinciale de N'Djamena, trésorier provincial Amadaï Daldoum Amadaï. N'Djamena, le 20 septembre 2019, Idriss Déby, Idno. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.